Oui, merci Monsieur le Président. Si vous permettez, 2-3 mots concernant ce budget proposé par le gouvernement qui, de notre point de vue, s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire votée cet été et qui présente donc essentiellement les mêmes défauts. Le gouvernement a fait de grands efforts pour donner une impression de visionnaire, mais en réalité, pour nous, il ne s'agit que d'un saupoudrage, la continuité des mêmes alliances, des mêmes moyens et des mêmes objectifs. Le fait, par exemple, de déterminer que le budget de la défense doit atteindre 2% du PIB, qui est le principal de ces objectifs, imposé par l'OTAN, nous considérons qu'il est absurde de se donner un chiffre comme objectif plutôt qu'une stratégie. En tout état de cause, le moyen choisi pour atteindre cet objectif est également celui d'investir dans le renouvellement de la dissuasion qui a été fait, y compris sans aucune discussion, sans qu'il n'y ait de délibération démocratique, alors que le renouvellement de la dissuasion ne présentait, de notre point de vue, pas de caractère nécessaire ou urgent. Ce sont des centaines de millions d'euros qui sont immobilisés et qui ne seront pas affectés à la préparation opérationnelle, au soutien et à la protection du territoire maritime, au renseignement humain ou à la montée en puissance des capacités cyber. Ces derniers mois, le gouvernement a plutôt cherché à faire savoir plutôt qu'à faire réellement, de notre point de vue, et à céder à la pente des événements plutôt qu'à chercher à en influencer le cours. Ainsi, les annonces dans le domaine spatial, au lieu de porter une voie singulière en prenant les initiatives nécessaires pour lutter contre l'arsenalisation de l'espace, alors que tout le monde constate que cela fait peser un risque exorbitant sur la sécurité planétaire et que le droit international doit être étoffé dans ce domaine, le gouvernement a pris prétexte du développement des capacités par la Chine et la Russie pour considérer qu'il fallait nous aussi le faire et le claironner. Et ce faisant, la ministre a une fois de plus mis ses pas dans ceux des États-Unis d'Amérique qui ont décidé de franchir un cap dans le domaine de la guerre spatiale, ce qui pour nous est problématique. Un autre point sur la question du cyber, les moyens et la doctrine ne sont toujours pas prêts. Il est illusoire de notre point de vue de penser que l'action dans ce domaine, aussi technique soit-elle, doivent se contenter à de petites unités au sein des armées. C'est au contraire pour nous, par une mobilisation large et la création d'une véritable culture de défense dans la société, que nous pourrons nous protéger et atteindre un niveau de résilience et de réponse satisfaisante dans ce domaine. Nous observons également que dans ces dernières interventions, la ministre a beaucoup insisté sur la nécessité d'associer le privé au financement de la défense et de l'innovation, ce que nous contestons comme étant une fausse bonne idée qui consiste à satisfaire l'idée selon laquelle la satisfaction de l'intérêt privé serve l'intérêt général. Nous y voyons un asservissement à un moyen terme à des opérateurs que la commande publique aura largement subventionné. Et le budget de cette année en porte déjà quelques traces. L'une des plus emblématiques, même si elle est marginale du point de vue strictement financier, nous semble par exemple la baisse des dotations accordées à l'école polytechnique, qui est vouée à devenir toujours plus l'antichambre des grands groupes privés et non plus le berceau des grands fonctionnaires de l'État et des ingénieurs hautement qualifiés qui sera en mesure de concevoir les outils dont nous avons besoin. La stratégie de mutualisation des coûts est également l'objet de nos points de vue d'une illusion sur la question de la coopération au niveau européen, et nous pensons qu'à ce niveau-là, nous y perdons un certain nombre de capacités. C'est le débat plus général sur la question de la défense européenne, ce qui, pour conclure rapidement, Monsieur le Président, fait que nous sommes également très réservés sur les annonces et ce qui est présenté aujourd'hui au niveau du budget de la défense. Merci. 27. Nous souhaitons transférer l'augmentation du budget de la composante aérienne de dissuasion nucléaire, de la sous-action 6-14 et de la sous-action 6-17 du programme 146 vers le programme 178 préparation et emploi des forces. Nous souhaitons soustraire à la sous-action 6-14 assurer la crédibilité technique de la dissuasion 78 734 825 € afin de revenir au budget qui lui était alloué en 2018 et également soustraire à la sous-action 6-17 32 852 868 € afin de revenir au budget qui lui était alloué en 2018.
Merci. Monsieur Gaillard. Oui, défendre cet amendement, vous condamnez de fait la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire en ne permettant pas sa modernisation. Et donc, moi, je souhaiterais ici quand même rappeler la plus-value qu'elle apporte à notre système de défense. Par ailleurs, de même, le programme de missile M51, qui est essentiel à la composante océanique, doit être poursuivi. Dès lors, c'est un avis défavorable. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 396, Madame Obono. Oui, alors c'est également un amendement pour transférer le budget alloué à l'OTAN au profit de la sous-action qui assure la sécurité de l'État, de la nation et des citoyens. Nous considérons en effet que l'appartenance de notre pays à l'OTAN réduit notre indépendance militaire et diplomatique. Et loin d'être une force pour la paix et la stabilité, l'OTAN multiplie les foyers de tension de par le monde. Nous notons et préférons allouer les fonds qui sont aujourd'hui octroyés au budget de l'OTAN à la préservation de la souveraineté du territoire maritime. Rappelons que la marine manque cruellement de patrouilleurs pour assurer la surveillance et il y a également, du point de vue du manque de moyens, les propos de l'amiral Prazuc, chef d'état-major de la marine, qui déplorait en 2017 que la France n'ait plus que 4 patrouilleurs au lieu de 8 et qu'en 2021, il n'en aurait plus que 2. Et nous considérons du coup que ce transfert serait pour tous et surtout pour les forces armées plus bénéficiaire que les budgets alloués à l'OTAN. Monsieur le rapporteur. Oui, mais moi je dirais qu'inversement, l'Alliance Atlantique reste une garantie de stabilité. Dès lors, l'OTAN reste un de nos piliers de notre défense. Dès lors, c'est un avis défavorable. Qui est pour l'amendement, qui est contre l'amendement, il est rejeté. Les autres amendements, je récupère. 398. Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison. Alors c'est un amendement justement qui porte sur le service national universel, qui a, tel qu'il a été présenté, pour ambition de créer un service d'1 mois pour tous les jeunes âgés de 18 à 21 ans, encadrés essentiellement par les armées, la gendarmerie nationale et les réservistes, même si nous avons entendu que ce serait désormais plutôt du côté de l'éducation nationale que se ferait l'encadrement, mais ça, ce n'est pas encore très clair. Indépendamment d'ailleurs des critiques qui ont pu être formulées sur la durée prévue du SNU, qui serait trop courte pour être efficace, nous craignons que cela nécessite de mobiliser des moyens considérables et nous demandons à ce que le gouvernement puisse remettre au Parlement un rapport sur l'impact sur les finances publiques induit par la mise en place de ce service national universel.